tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne mon avis sur un jeu qui est assez ancien, puisqu'il en est à la version 3. Il s'agit de Descent Dungeon, dont je tiens ici, c'est le premier tome, le Book One. Et Descent Dungeon, qu'est-ce que c'est ? C'est un dungeon crawler, à la base, qui va permettre de créer un personnage. C'est un jeu solo, qui va permettre de créer un personnage et de lui faire vivre des explorations de donjons. Avec, entre deux donjons, une petite phase, on va dire, intermédiaire, qui va permettre de récupérer des points de vie, de se soigner, de s'améliorer, d'avoir des armes. Mais le principe du jeu, Descent Dungeon, c'est de générer un donjon aléatoirement, de faire entrer un aventurier qui est bas niveau au départ, et qui va progresser comme ça au fil des donjons. Après ce premier livre, il y a eu plusieurs extensions, des extensions avec des aventures notamment, et des règles supplémentaires. Donc là, c'est le jeu de base. Vous avez également l'Adventurer's Companion, donc avec des règles supplémentaires, des tables en plus, c'est sympa, il y a des petites règles en plus, on prend ce qu'on veut dedans. Il y a une campagne à l'intérieur, j'ai pas essayé encore. J'ai pas regardé comment ça... Je pense qu'il y a un petit côté narratif pour l'histoire, mais derrière, on va retrouver l'exploration de donjons comme on le faisait dans le jeu de base. Et jusque-là, j'avais pas craqué sur ce type de jeu parce que la gestion des fiches de personnages, d'écrire un peu partout, j'avais pas envie de le faire. Et puis finalement, il est arrivé est sorti, là, il y a peu, ce livre, qui est le World Builder de Descent Dungeon, donc, qui va vous permettre en fait de créer tout un univers, tout un monde, que vous allez en fait, sur lequel vous allez voyager. Et les quêtes que l'on faisait, donc c'est un jeu de quêtes, chaque quête c'est un donjon, les quêtes que l'on faisait ici, on va pouvoir les faire, mais en ayant une aire de jeu un peu plus grande, qu'on va générer aléatoirement également. Donc de la même manière qu'on faisait un donjon, on va générer le pays, en fait la contrée sur laquelle on va voyager. Et ça rend tout de suite le jeu plus sympa, parce qu'on a le côté aventure qui vient en fait chapeauter tout ça, et au plus bas niveau, le niveau donjon. Donc on a finalement un monde dans lequel on va pouvoir circuler, on va avoir une cohérence un peu, parce qu'on va pouvoir avoir des villages, des villes, des cités, des déserts, différents types de terrains. Donc on va avoir un niveau aventure, plus un niveau dungeon crawler, qui vont s'associer, et finalement ça rend le jeu vraiment super, super sympa. Alors pourquoi je trouve bien sympa ce jeu ? Exceptionnellement, je me suis mis sur une lumière du dessus, je sais pas si c'est la meilleure chose que j'ai faite, mais bon, c'est que pour la couverture, le reste, ça brille pas. Alors qu'est-ce qui est sympa ? Donc déjà, le monde que vous allez générer, je reviendrai après sur la création de personnage, mais voilà, moi j'ai commencé un monde comme ça, et vous voyez que j'ai différents types de terrains, je vais avoir de la jungle, des forêts, ici c'est de l'herbe, ici on a de la toundra, je crois, oui c'est marqué en plus, un désert au sud, ici des collines ici aussi, encore une jungle, des marais, des marécages, et la mer ici, qui se met ici. Donc voilà. Et tout ça est généré entièrement aléatoirement, à base de dessins, qui vont vous permettre de tirer au hasard quel type de terrain. On va générer également le nom des zones, puisque chaque nom a une zone, hein. J'ai les collines des elfes, la forêt des richesses perdues, la jungle des assassins, la toundra de la gloire, ici la forêt des araignées, c'est là où j'ai commencé, c'est mon point de départ. À l'intérieur, vous pouvez avoir, par zone finalement, soit ce qu'on appelle un campement, qui va être soit un village, soit une ville, soit une cité. Et en plus, vous pourrez vous-même faire un petit campement temporaire. Donc, c'est tiré aussi aléatoirement, et le nom de la ville va être tiré aléatoirement avec un préfixe et un suffixe. Donc tout ça se base sur des tables qu'on trouvait déjà dans le Descent Dungeon pour générer des donjons, et qu'on va retrouver, donc que j'ai indexé plus facilement pour les retrouver, parce qu'on navigue quand même souvent dedans, mais on va avoir ici les terrains, les différents types de terrains. Donc on va lancer un dessin, quel type de terrain on a, et on va avoir la possibilité qu'il y ait une ville, de quel type, ou un village ou autre, de quel type. Est-ce qu'il y aura des routes ? Est-ce qu'il y aura un croisement de routes ? Est-ce qu'il y aura des rivières ? Est-ce qu'il y aura des croisements de rivières ?
Après, vous avez ici un pourcentage qui va indiquer ce que vous allez pouvoir récupérer auprès de la population, des rumeurs de quêtes, des choses comme ça. Les points de déplacement, quand on part de ce type de lieu, donc en mer, on a 8 jours de déplacement vers un autre hexagone. Le plus rapide, c'est là où il y a de l'herbe et la toundra. Le désert, c'est 8 jours de déplacement aussi, et ainsi de suite. Et en fait, on va avoir, en plus de ça, donc de cette carte qu'on a générée nous ici, sur laquelle on va se déplacer, on va pouvoir y trouver des quêtes. Donc des quêtes, c'est-à-dire qu'avant, où on générait une quête, on allait la faire. Et bien maintenant, en fait, on va pouvoir générer des quêtes à certains lieux. On va décider d'une distance, on va tirer au hasard une distance, une direction. Et si jamais il n'y a pas d'hexagone de générer, on va le générer. Donc c'est le cas par exemple du désert, j'avais appris qu'il y avait une quête. Il a fait que je génère l'hexagone où se trouvait cette quête, et que je détermine le détail de la quête ensuite. Donc ça vous donne un côté runbound que j'aime beaucoup. Très simple, et puis on s'amuse beaucoup à générer les noms, voir ce que ça vous donne comme contrée, le style de lieu qu'on peut avoir. Et éventuellement aussi la suite des rivières, parce qu'il y a un mécanisme qui est fait pour que si vous avez une rivière qui arrive dans l'hexagone que vous êtes en train de générer, il y a plus de chances qu'il y ait une rivière. Ou si vous avez une ville, il y a plus de chances qu'il y ait une rivière aussi, ou deux routes, et ainsi de suite. Et en plus, quand il y a une rivière comme ça s'est passé ici, quand j'ai tiré savoir s'il y avait une rivière ici, si jamais il y a une rivière qui arrive déjà sur l'hexagone, on prolonge la rivière. Mais elle peut également s'éclater dans d'autres directions. C'est pareil pour les routes. Pour l'instant, ça s'est pas fait, mais c'est pareil pour les routes. Ici, j'ai une rivière qui s'est poursuivie aussi. Donc voilà, ça donne un peu de cohérence sur les différentes topologies de terrain. Et le truc sympa, c'est que quand vous êtes en ville, dans un village, une ville ou une cité, vous allez pouvoir faire des activités comme des achats, comme se soigner, comme s'entraîner, et ainsi de suite. Ça va coûter de l'argent, en fonction de la typologie, village, ville, cité, ça sera plus ou moins cher. Et vous aurez des événements qui vont aussi dépendre des lieux. Donc ça sera valable pour les villes, mais ce sera également valable des événements pour les terrains. Donc ça donne un truc super sympa. Et enfin, quand on va sur une quête, on fait ce qu'on faisait avant sur descendre donjon. Donc moi, ce que je faisais pas, je l'avais pas. Mais on va pouvoir générer des donjons. Donc je vais vous en faire voir un ou deux peut-être. Donc voilà le type de donjons qu'on peut générer. Ils sont assez courts mes donjons. Mais voilà, vous allez avoir, vous allez rentrer par ici. Vous allez dire, je génère le type de pièce qui se trouve ici. En fonction du type de pièce, il peut y avoir différentes choses qui apparaissent dans la pièce. On peut fouiller chaque pièce du donjon finalement. La couleur va indiquer ce qu'on peut y trouver. Donc les verts, il y a souvent des leviers ou des choses comme ça, ou des coffres. Les jaunes, il n'y a rien, mais on peut fouiller dedans quand même. Les rouges, il y a forcément une rencontre. Et voilà. Et en fonction de la quête que vous avez à faire, ici c'était de récupérer, je crois, des morceaux de chauves-souris, de choses comme ça, ou des morceaux d'animaux, en fait, des parties. Vous avez des quêtes qui sont... ici, il fallait découvrir cette zone, ce qui est fait. Et ça vous permet, en fait, d'avoir ce complément parfait du donjon qu'on faisait de façon unitaire avant, avec des petites phases intermédiaires, à quelque chose qui va devenir très sympa, parce qu'on va pouvoir choisir sa quête. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai fait que 2 quêtes. La numéro 1 qui était là et la numéro 2. Je peux aller voir la numéro 3, la 4, la 6, dans n'importe quel ordre, en fonction de la difficulté que je vais estimer, et de ce que je vais avoir, comment je vais avoir fait progresser mon personnage. Donc le personnage, on le retrouve juste en dessous. Donc évidemment, on est loin des gros jeux narratifs existants qui coûtent assez cher. Là, on est sur une série de bouquins. J'ai pris le minimum, c'est-à-dire, je pense que j'aurais pu même prendre que le livre de base et le World Builder, ça suffit pour avoir cette double expérience aventure plus dungeon crawler. Mais le compagnon a des petites règles en plus sympas. Une table de rencontre supplémentaire, on peut donc choisir celle qu'on veut utiliser dans une quête, et des petites règles qui viennent parfaire le tout. Ça c'est la fiche de personnage, donc on se retrouve dans une fiche de personnage type jeu de rôle, où on a 3 caractéristiques uniquement, mais par contre on va avoir des compétences qui sont ici, auxquelles par rapport au jeu de base on a des compétences de survie, on va dire. Il y a de la pêche, de la chasse, de la survie, on va pouvoir monter des montures aussi pour accélérer les trajets, mais il faudra nourrir les montures. Il y a des notions de timing, donc il y a un timing très intéressant. Dans les donjons, avant, on a comme ça le time track, et à chaque fois qu'on va faire un tour de jeu, finalement, on avance le time track,
Il y a certains endroits où on vous dit, bah là, on va consommer une huile parce qu'il faut s'éclairer. On va potentiellement avoir une rencontre parce qu'à force de fouiller, peut-être qu'on fait du bruit, il y a des monstres qui risquent d'arriver. Donc c'est une possibilité, c'est pas une obligation de rencontrer un monstre. Et chaque fois, à la fin de la time track, on va avoir un marqueur de nourriture. On va devoir dépenser de la nourriture pour ne pas prendre de dégâts, pour passer sa journée, quoi, de façon normale. Et ce qui est bien, ce qui a été fait, c'est qu'au niveau du world builder, donc là, quand on est là-dessus, on a aussi une notion du temps qui va être représentée ici. On a carrément un calendrier. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va dépenser un point d'action au niveau du world builder, on va voir qu'on a des actions qui sont au niveau de l'aventure, et ben on va cocher un ou plusieurs jours en fonction du temps que ça a pris. Par exemple, si on voyage pendant 6 jours pour aller d'un hexagone à un autre, on coche 6 cases du calendrier, on dépense autant de rations, donc 6 rations, et c'est surtout que dans le calendrier, parfois vous allez devoir faire des tests. Alors ça peut être le début de mois, ou le moment où il y a la pleine lune, ou ça peut être un moment où on va tester si on n'est pas empoisonné ou malade, et le temps va passer comme ça. En plus de ça, vous avez le lien entre le temps d'une quête et le temps du calendrier, c'est-à-dire qu'ici, vous avez un marqueur blanc, un marqueur un jour, blanc, un jour, ainsi de suite. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on va cocher un de ces marqueurs, à chaque fois qu'on va remplir entièrement le time track ici, qui fait finalement c'est 12 heures, je crois. Et donc, toutes les 24 heures, parce que c'est une fois sur deux, on va dépenser une journée sur le calendrier global. Donc, même quand on sera dans une quête, dans un donjon, le temps va quand même passer. Sachant qu'à la fin de l'année, il me semble qu'on applique on vieillit, donc on perd 1 point dans chaque caractéristique, et 2 points d'intelligence, il me semble. Ah non, on ajoute de l'intelligence. Donc on perd en force, en dextérité, mais on augmente en intelligence en fin d'année. Donc c'est sympa pour les magiciens. Mon personnage est magicien, mais j'avais envie d'en faire un mage guerrier, ça fait que j'ai de la force, de l'intelligence et très peu de dextérité. Mais la dextérité, ça sert beaucoup pour les coffres, les pièges, les trucs comme ça, donc je les évite un petit peu. Donc ici, dans ma fiche de personnage, j'ai également toute l'armure qui est déclinée en différentes positions, parce qu'en fait, dans le jeu, dans Descend Donjon, on a une notion de la localisation de dégâts qui va plus ou moins augmenter les dégâts, mais qui va prendre en compte votre armure aussi si elle est au bon endroit. Donc ça, c'est assez sympa. Je ne vais pas revenir plus en avant sur le détail du système de jeu. C'est très simple. Donc, au niveau matériel, vous avez des copies à faire des différentes fiches. Ici, c'est pour le sac à dos. Ici, donc, c'est pour avoir une monture. On peut retrouver une monture et on met ses caractéristiques. Ici, c'est les différentes quêtes. Alors, les quêtes, c'est très sympa aussi. Dans le World Builder, on va les construire différemment du Descent Dungeon. C'est-à-dire qu'on va tirer une quête. Et dans la quête, on va vous expliquer quel est l'objectif. Et éventuellement pour qui. Et en fonction de la quête, du lieu où ça se trouve, parce qu'il peut y avoir un modificateur lié au lieu où on le fait, et de la personne qui vous a confié la quête, ça va augmenter ce qu'on appelle une reward value, donc une valeur de récompense. Et cette valeur de récompense, on va tirer un D6 derrière, ça va vous donner la récompense en cas de succès. En cas d'échec, ce qui peut arriver, on peut perdre la moitié de notre or, on peut perdre des points de caractéristiques. Et le modificateur de rencontre, qui est très intéressant, enfin qui est utile, parce qu'on l'avait déjà dans le Descent Dungeon, mais on l'avait en fonction de la quête uniquement. Et là, ça vous modifie, en cas de rencontre, on lance un descent pour voir quel type de rencontre on fait, quel monstre finalement on rencontre. Et donc là, le modificateur, il va pas dépendre uniquement de la quête qu'on a fait au départ, mais de la valeur de récompense de la quête de départ, qui vous l'a confié, et ainsi de suite. Donc plus le niveau de récompense sera élevé, plus le modificateur sera positif finalement. C'est-à-dire que là, j'ai par exemple ma 3e quête, c'est une quête pour un roi, et si jamais j'ai réussi, elle me rapporte 3500 pièces d'or, c'est énorme dans le jeu, hein. Surtout quand on commence, hein, surtout à bas niveau. C'est assez énorme. Et évidemment, le modificateur de rencontre est de plus 10, alors que généralement les quêtes très faciles, on commence avec un moins 40 au modificateur de rencontre, ce qui fait qu'on a souvent des quêtes qui sont de bas niveau. Voilà, et ça c'est pas mal fait. Donc, grosso modo, ici je vais pouvoir faire plusieurs fiches, hein. Je ne suis pas limité qu'à une seule page, mais il faut que je fasse 25 quêtes dans cette carte-là avant de passer sur une autre carte. Donc les 25 quêtes, on a jusqu'à 25 ici. Donc ça c'est pas mal du tout. Le mode de combat est assez cool parce que c'est assez rapide. Le tour de combat dans Descent Dungeon, c'est assez simple, hein.
On lance la réaction du monstre. Donc les monstres, on peut avoir des capacités, elles sont pas compliquées à retenir, c'est souvent soit de la surprise, enfin il y a différents mots-clés, mais il n'y en a pas beaucoup, et on les retient très facilement. Et après, on va avoir à chaque début de round, c'est réaction du monstre, parce que le monstre peut soit combattre normalement, soit s'améliorer parce qu'il a pris beaucoup de dégâts, il est un peu furax, et il est meilleur, il va plus facilement vous toucher, soit il est très touché, il va vouloir s'enfuir, soit il va vouloir s'enfuir directement. Là, on aura moyen, nous, en fonction de ce que fait le monstre, de dire soit j'attaque, soit je bloque pour empêcher qu'il s'échappe, soit je le donne un dernier coup avant qu'il s'échappe. Voilà. C'est grosso modo les options qu'on a, et on peut également lancer des sorts et faire différentes actions, changer d'équipement aussi. Donc voilà, le déroulé d'un combat est très très simple, et c'est bien parce que du coup tout est assez rapide. Et le world builder est plutôt rapide aussi, mais on prend son temps parce qu'on va dessiner l'hexagone, vous voyez, on prend son temps à dessiner les petits symboles, à fouiller. Je l'ai fait avec mon fils, qui me demandait à chaque fois de pouvoir colorier, lancer les dés et ainsi de suite. Et c'est très sympa parce qu'on n'y va pas... on n'est pas comme sur des jeux qu'on achète pour les KS par exemple, où on a plein de choses à lire, plein de choses à faire, plein de choses à contrôler, on repart dans les règles et autres. Là, c'est plutôt tranquille, je trouve que c'est assez apaisant comme style de jeu. On est vraiment sur un jeu où on prend son temps, on découvre, on écrit tranquillement. C'est comme quand on lit un livre finalement. Et ça, c'est très agréable. Et en plus de ça, si on joue pas les campagnes ou les histoires et qu'on fait que ça, que des rencontres aléatoires, que des terrains aléatoires, et qu'on suit nos quêtes, il y a très peu de texte, et donc toute la narration vient de votre imagination. Et ça, c'est très sympa. Donc c'est par exemple... moi, c'était très marrant, parce que j'ai commencé ici dans une forêt, déjà. Je dis, ok, je vais aller descendre, Non, au départ, je me dis, tiens, cette quête-là m'intéresse, je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. Donc j'ai pu explorer les environs pour savoir ce qu'il y a comme type de terrain. Je tombais sur des collines, je dis, c'est pas terrible. En plus, les routes passaient pas. Ok, tant pis, je vais... Et puis oui, lors de mon exploration ici, il m'est arrivé un sale coup, c'est que je me suis fait piquer par des insectes, donc j'étais assez malade, et j'avais pas d'argent. Donc pour me faire soigner, c'est talin. Donc j'ai dit, tant pis, tout malade que je suis descendu dans la forêt ici, en suivant la rivière, parce que sinon ça mettrait plus de temps. Et dans cette arrivée ici, j'ai dit, ok, je vais aller faire ma première quête, pour voir aussi comment ça se passe. Et là, ma quête a réussi, j'ai réussi à faire d'autres choses, d'autres explorations, d'autres événements qui m'ont fait apparaître ce lieu où il y a une quête encore qui arrive. Et on va se raconter une histoire comme ça, et on se la raconte au fur et à mesure. J'ai même commencé à écrire un petit texte pour avoir un petit résumé de la vie de mon personnage, de ses découvertes, de ses quêtes, de ses explorations de donjons, et c'est très très sympathique. Et donc vous avez votre histoire qui se passe au niveau de cette carte-là, mais se déroule également forcément au niveau du donjon. Parce que le donjon, vous rentrez, alors le donjon, vous pouvez bien être bloqué dedans, ou on pourrait très bien se retrouver bloqué dedans, ou pas faire assez de choses et pas trouver ce qu'on veut, on sera en échec dans la quête. Mais vous voyez qu'ici, il y avait un levier que j'ai poussé, sans savoir ce que ça allait ouvrir. Potentiellement, ça aurait pu ouvrir une porte ailleurs qui dépendait d'un levier. Donc ça, il y a un système qui est fait pour ça, pour le gérer. Tous les petits S qu'on voit, c'est parce que j'ai fouillé dans ces salles-là, donc j'ai pu trouver des choses à l'intérieur, notamment sur la première quête. J'avais trouvé très rapidement 2 sorts, et c'est bien parce que j'avais prévu que mon personnage soit sorcier, mais il n'avait aucun sort. Et j'avais le niveau pour lancer des sorts, parce qu'il faut atteindre un certain niveau d'intelligence pour lancer des sorts. Et assez rapidement, j'ai trouvé les 2 sorts. C'est pas des grands sorts, mais il y en a un qui permet d'ouvrir des objets qui sont fermés de façon magique, et un autre qui est une brûlure, une sorte de petite mini boule de feu qui vous fait 2 points de dégâts à l'ennemi. Alors c'est pas énorme, parce que quand on fait un sort dans un combat, on perd son action de combat, donc on ne tape pas l'ennemi, et au début du tour suivant, il prend les dégâts de notre sort si le sort fait des dégâts. Mais voilà, donc c'est assez sympa de cheminer là-dedans. Et une fois qu'on a accompli la quête, eh bien, on peut dire qu'on a terminé notre quête, on n'est pas obligé de revenir en arrière, et on repart. Et évidemment, parfois on peut se retrouver dans un cul-de-sac, et devoir faire demi-tour, mais à chaque fois qu'on va repartir dans un lieu, on va dépenser, ça va faire avancer le temps, et il peut y avoir des rencontres aléatoires, et on va s'approcher du fait et on va dépenser de l'huile pour s'éclairer, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment assez cool. Et je pensais pas m'éclater autant dans un jeu comme ça, où il faut dessiner, il faut écrire tout le temps, tout ce qu'on fait, effacer, écrire. Mais franchement, c'est bien. C'est bien parce que c'est pas compliqué à retenir, les règles sont pas complexes. Alors oui, on va bouquiner souvent. Le côté auquel je m'attendais, de toute façon,
parler de ça après, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai mis des petits marque-pages ici, hein, c'est qu'on va souvent aller sur les... donc là, dans le donjon, sur les rencontres. Ici, c'est quand on fouille. Géographique, c'est quand on est dans les salles vertes. C'est pour ça que je l'ai mis, les autres après elles sont pas très loin, donc je les repère facilement. Ici, le mapping, parce qu'en fait, bah voilà, quand j'ai une nouvelle zone à explorer dans un donjon, je lance un dessin, et je vais dessiner la petite salle qui correspond. Je vais voir s'il y a des portes, je vais lancer un dessin pour savoir ce qu'est la porte, si elle est ouverte, si elle est piégée, si elle a quelque chose, les ouvertures, dans quelle ouverture on est, et ainsi de suite. Les salles bleues, si jamais on est sur une quête qui a un objectif, les salles bleues sont des quêtes d'objectifs. Donc on peut très bien traîner très longtemps avant de trouver la salle en question. Mais j'ai pas pesté contre l'aléatoire. Tout est aléatoire en fait. Donc on peut pas vraiment pester contre l'aléatoire. Il faut plus se marrer en fait parfois des coïncidences, des choses comme ça sur lesquelles on peut tomber. À noter que les illustrations sont vraiment... J'adore ce style d'illustration. C'est celle de la couverture d'ailleurs, celle-là. Mais elles sont vraiment super sympas. Là vous avez les armures aussi, donc souvent dans les tables, pour les équipements, vous avez comme une table avec un dessin, parce que quand on trouve une armure, ou quand on récupère une armure sur un ennemi, bah on lance un dessin pour savoir quel type d'armure. À savoir que l'armure ou l'arme qu'on va récupérer va être endommagée, potentiellement. On va savoir quel niveau d'endommagement elle peut avoir. Il y aura un coût pour la réparer, ou sinon ça va vous diminuer le prix de revente. Enfin voilà, c'est vraiment très cool. C'est pas si gros que ça, parce que vous voyez qu'il y a ici... À partir d'un moment, vous avez toutes les tables. Hein. Ici, c'est la moitié du livre, ce sont les tables. Donc vous avez en règle, vous avez vraiment un peu que ça, quoi. Et c'est pas compliqué. Il y a un système d'expérience, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lance une valeur inférieure ou égale à 10, la caractéristique utilisée ou les compétences utilisées peuvent augmenter. Ça, c'est pas mal. Et puis là, sur l'extension aventurier, j'utilise quoi ? Alors, j'ai pas fait la campagne, parce que je m'intéressais au World Builder, je l'ai pas trop fait. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il vous donne une technique. Vous avez une autre table de rencontre qui va vous faire varier un peu plus les monstres, je trouve. Mais que j'ai pas encore fait, je l'utiliserai pour certaines quêtes quand je serai un peu plus haut niveau. Voilà, vous avez les Fast Track Options, il y en a qui l'ont utilisé, moi je l'utilise pas. Mais voilà, des petites règles en plus. Et le World Builder qui est vraiment très sympa, dans lequel on va naviguer aussi, parce que quand on va générer des lieux, on va aller sur les terrains, forcément. D'ailleurs, ce sont les terrains, je pense qu'il faut que je prenne carrément une fiche de récap, ce sera plus simple. Vous avez les quêtes, parce que quand on génère les quêtes, voilà, un exemple de quête qu'on peut générer, c'est ça. Donc on lance un dessin et on va tomber sur, par exemple, vous voyez que par exemple dans les quêtes, on va avoir... en fait, il vous donne l'explication de la quête. Qui est-ce qui vous a donné la quête, pourquoi ? Et parfois, il y a marqué personne, et on va remplacer la personne par un nom qu'on va tirer. Donc une personne qu'on va tirer, qui va se trouver dans la table des noms, dont on sert pour les noms des forêts, des choses comme ça, des lieux, pour les noms des villages et des villes, et vous avez aussi une colonne personne qui va vous dire, bah voilà, c'est une diseuse de bonne aventure, un gardien, machin, et ça va vous donner parfois des bonus, ça va diminuer ou augmenter la valeur de récompense. Parce que donc le plus haut, ici le 1 c'est un roi, plus 8 en valeur de récompense, mais vous pouvez avoir... un forgeron, un baron, et ainsi de suite, un elfe, n'importe qui vous donne une mission. Et pour les lieux, pour les terrains, c'est pareil, on tire un dessin et on remplace le mot terrain par le type de terrain sur lequel on est. Donc par exemple, si c'est qu'est-ce que je vais prendre comme grand mot facile ? Par exemple, si je fais une forêt, on va dire ça. On va faire une forêt, et je tire 42, je prends le nom de l'hexagone, c'est Terrain of Druids. Donc là, je remplaçais par Forêt des Druides, forcément. Donc voilà, ça marche comme ça. Vous avez même les noms des montures, potentiellement. Et ici, le préfixe et le suffixe pour les villes et les villages et les cités. Donc c'est super cool. Bah, voilà, on n'a pas besoin de les imaginer, on les crée, et c'est très très sympa. On a l'impression de tirer en permanence un personnage de Donjons et Dragons, finalement, à tirer des trucs comme ça en aléatoire, qui construisent un monde dans lequel on se déplace. Alors évidemment, avec les copies, moi je me suis fait des petits trucs de récap. Donc ça c'est un truc que je trouve sur BGG, c'est un récap un petit peu, je l'ai plastifié. Ça permet de ne pas les fouiller dans le livre parfois. Le World Builder Action, alors, je l'avais fait, finalement j'avais quand même dans le livre, mais je pourrais me servir de ça. Alors ça c'est la Handy Sheet qu'on peut trouver dans le jeu, hein. Ça se trouve dans le jeu, mais finalement je n'utilise pas des masses celle-là. Ici vous avez les habilités des monstres.
Donc vous voyez, tout à l'heure je parlais de l'habilité quand on rencontre des monstres, il peut y avoir la surprise, qui fait qu'on va faire un test d'intelligence pour savoir si on a été surpris, et le test n'est jamais que l'intelligence, hein, c'est souvent modifié par des compétences qui sont associées à ça. Il y a la peur, le feu, freeze, fire, vous pouvez retrouver contre un pack d'ennemis aussi. J'en ai eu souvent, on en a souvent des parts avec les rats géants et les choses comme ça. Donc on fait comme si on se battait contre un ennemi, mais qui aurait ses points de vie divisés en plusieurs parties. Et plus il y a de parties, plus ils sont longs, enfin donc là, plus il y a de groupes d'ennemis, enfin d'ennemis dans le groupe plutôt, plus ils vont avoir de bonus à l'attaque. Ici, photocopier en couleur et plastifier, c'est ce qui permet, en fait, ça fait partie d'extensions d'ailleurs qui sont disponibles chez Game Crafter, mais qu'on peut imprimer, hein. Et ça permet de suivre le donjon, de suivre les différents marqueurs plutôt que d'effacer et de réécrire à chaque fois. Donc ça permet de mettre une première fois quand on rentre dans le donjon, et à la fin du donjon, on reporte tout sur la feuille de personnage, et ça évite de réécrire et supprimer plusieurs fois. Donc ça c'est pas mal. Moi je trouve ça super bien. Et tu les points de vie des monstres pendant les combats aussi, et les points de vie de l'aventurier évidemment. L'encounter modifier, donc le modificateur de rencontre. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait en plus moi de mon côté. Et en matériel, j'ai quoi? J'ai pris ça. Donc alors 2d6 c'est pas utile, un seul ça suffirait, c'est 2d10, enfin un D100 en fait, il faut pouvoir faire un D100. Un D6, ça c'est un marqueur pour c'est ce que je me sers pour ça. Donc ça c'est le marqueur 2 tours du temps dans le donjon. Ça c'est les cubes marrons, c'est pour les points de vie des monstres, ici. Ici c'est pour mon aventurier, c'est les points de vie de l'aventurier, le modificateur de rencontre, les clés et les leviers qu'on peut trouver, parce qu'aussi on peut trouver des clés, et un système pour savoir que quand on tombe devant une porte, on peut tirer pour savoir si on a une des clés, si la clé de la porte on l'a déjà trouvée. Ici l'huile, la nourriture et les nécessaires à accrochage. Le niveau d'empoisonnement de maladie. Et ça c'est les cubes des monstres, voilà. Donc là j'ai les petits cubes que j'ai récupérés d'un autre jeu. Les quelques dés, alors un pion, soit une figurine, soit un petit pion pour se repérer, soit sur la carte, soit dans le donjon. Donc ça c'est du personnel, hein, c'est pas inclus dans le jeu. A noter que ça, par contre, pour les marqueurs, vous avez, parce que cette feuille-là, ce truc-là, il existe en tapis de jeu, avec des petits marqueurs, avec des petites gemmes pour placer dessus. Il est dispo chez The Game Crafter, mais bon, je trouve que c'était un peu cher, parce que en plus de l'envoi, c'était un peu cher. Et évidemment, une série de crayons de couleur pour colorier notre belle carte, parce que c'est quand même un côté super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Rien n'empêche de la faire en noir et blanc, en mettant des annotations pour mettre quel type de lieu, et ainsi de suite. Je trouve que c'est un jeu qui est super sympa. Déjà, j'ai joué avec mon fils, ça c'était plutôt cool, il avait envie de m'accompagner là-dessus. Et même parfois, pour une soirée où vous savez pas trop quoi faire, un petit jeu, mais vous avez envie de ça, mais pas de sortir un jeu, pas de relire les règles, parce que j'ai pas l'impression que je vais les oublier, ces règles. Quand on a compris comment ça fonctionnait, l'ensemble, on va rechercher pour certains points précis, à de rares moments, mais sinon, c'est plutôt cool. Hein. On navigue, parfois on va rester longtemps au niveau de la carte du monde, puis parce qu'on va se dire quelle quête on va faire, on va pas non plus aller mourir dans un donjon bêtement. On va revendre souvent ce qu'on a trouvé dans le donjon, parce qu'on va pas forcément changer d'équipement très très souvent. C'est un petit bémol sur les armes, par exemple. Les armes, si je prends les tables des armes ici, donc les tables W, c'est qu'il y a peu de différence finalement entre les armes. Il y a beaucoup d'armes. À Weapons, il y a quand même une table avec un dessin, hein, il y a beaucoup de dessins. Mais si je regarde, ce qui est important sur une arme, c'est est-ce qu'elle a une main ou deux mains. C'est-à-dire, vous allez choisir si vous allez avoir deux armes pour avoir un choix entre les deux armes, soit une arme et un bouclier, soit une arme à deux mains. Voilà, vous avez cette information-là. Ici, vous avez le modificateur de dégâts, et on va de -2 jusqu'à +4. Donc moi, j'ai déjà trouvé quand j'ai commencé mon personnage, on tire une arme au hasard, il me semble, et j'ai récupéré un marteau de guerre, qui fait déjà +3 de dégâts, ce qui fait que les armes que je peux trouver éventuellement, je ne m'intéresse pas des masses. Les armures un peu plus, parce que les armures, elles sont réparties en fonction du lieu, de la localisation sur le corps.
Et donc, celle que j'ai tirée au départ, moi, elle me protégeait pas beaucoup, voire même pas du tout. Et puis, j'avais un petit truc sur la tête, mais qui me protégeait pas. J'ai réussi à m'acheter des brassières pour me protéger les avant-bras. Mais voilà, donc les armures, c'est assez intéressant. Les armes, on n'a pas une grosse différence, qui fait que dès que vous avez trouvé une arme qui fait plus 2, vous n'allez pas vouloir envie de la changer, sauf si elle s'abîme, ou sauf si on vous la vole, parce qu'on peut se la faire voler aussi dans les villes. Voilà, mais c'est plutôt cool. Donc voilà, on peut retourner facilement dans l'exploration du monde, se faire une quête, ou même pas, seulement circuler, arriver à la prochaine quête qu'on va vouloir faire. La fois suivante, on se fait la quête uniquement, on ressort et on va revendre les objets qu'on a pu trouver, et s'arrêter là. Et c'est assez sympa de pouvoir progresser comme ça et de reprendre le jeu très facilement. Donc pour ceux qui sont pas réfractaires donc à écrire, moi je l'étais un petit peu, donc c'est pas, vous découragez pas non plus, mais on est très loin des caisses avec pléthore de matériel, de cartes et ainsi de suite, et c'est pas pour autant qu'on ne prend pas de plaisir à ce jeu-là. Voilà, c'était mon petit retour rapide sur Descent Dungeon. Il est disponible sur... donc c'est en anglais uniquement. Le Descent Dungeon de base a été traduit en français. Une traduction fan-made en français, autorisée par l'auteur. Je sais pas ce que vaut la traduction, moi je voulais tout prendre en anglais, donc ça me plaît d'avoir la version originale. On peut l'avoir en PDF, on peut très bien télécharger que les PDF, sans avoir les versions avec couverture souple. Il y a également des versions couverture souple, couverture dure. Vous aurez, je pense, la même chose, au niveau de la qualité du papier, je sais pas ce que ce sera pour la couverture dure, mais je pense que ce sera pareil. Et ou si vous voulez moins dépenser et vous dépêchez de l'avoir, vous aurez les PDF. De toute façon, quand vous commandez une version avec couverture, vous avez le PDF automatiquement, donc ça vous n'avez pas besoin d'attendre pour jouer au jeu. Et si vous avez l'habitude avec une tablette ou autre de pouvoir manipuler vite les pages, de faire des onglets et ainsi de suite, je pense que ça peut être jouable. Moi j'aime bien, pour ce type de jeu, je suis content d'avoir ça et pas une application. Parce que ça fait prendre le temps aussi, ça fait feuilleter, et puis moi je sais pas, c'est sympa. J'aime beaucoup. Donc, Descent Dungeon, je pense que maintenant que je l'ai fait, je prendrai pas le jeu de Descent Dungeon tout seul pour faire du dungeon crawler. Ce serait sympa un petit peu, mais peut-être que je le mettrais vite de côté. Là, il y a ce côté-là qui vient vraiment magnifier en fait ce système de jeu. Enfin, c'est illimité. Alors, peut-être qu'au bout d'un moment, on a marre de générer des pays, mais je trouve que c'est illimité en termes d'aventure et d'exploration. Et quand on a envie d'un petit trip comme ça, rapide, ça marche parfaitement. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.